intervenants. À ma gauche, M. Vital Caméré. Nous partons du principe que toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Et cela nous vient aussi à l'esprit de dire que la mission onusienne, comme œuvre humaine, peut aussi avoir montré quelques limites dans bon nombre de domaines. M. Vital Caméré, président honoraire du Parlement et acteur politique, qui a eu aussi par le passé à exercer les fonctions de commissaire général chargé des relations du Parlement avec la mission, celui qui va essayer de nous donner un regard critique sur le 15 ans de la présence de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Je vais pouvoir lui passer la parole. Merci. Que dire des 15 ans de la MONUC devenue MONUSCO en République démocratique du Congo, après des brillants orateurs, dont la dernière que je viens de suivre tout à l'heure, que j'ai salué après beaucoup d'années. Nous disons, il m'a été demandé de faire l'aperçu historique. En même temps, qu'on m'a demandé de ne pas être complaisant vis-à-vis de la MONUSCO aujourd'hui, faire des critiques. Parce que si on veut construire, il faut critiquer. Et on m'a demandé de ne pas seulement critiquer, mais aussi de faire des contributions, c'est-à-dire perspectives d'avenir. Donc c'est dans ces trois axes-là que je vais situer mon intervention. Mais avant toute chose, je voudrais, Excellences honorables, Mesdames et Messieurs, remercier les responsables de la MONUSCO d'avoir initié cette heureuse rencontre qui nous donne l'occasion d'échanger, de nous enrichir mutuellement et de nous comprendre. Parce que le plus grand problème qu'a connu la MONUC, devenue MONUSCO en République démocratique du Congo, je pourrais le dire en tant que témoin encore vivant, c'est l'incompréhension, parce que le peuple congolais, le gouvernement congolais, même les intellectuels que nous sommes, nous ne pouvions pas comprendre qu'au moment où nous étions en détresse, nous disons Dieu merci, le Conseil de sécurité a pensé à nous. On vient de nous envoyer une force impressionnante de 18 000 hommes avec des armes sophistiquées, une logistique neuve, donc la guerre va prendre fin. 15 ans après, hélas, nous comptons nos morts, nous lisons des rapports qui sont établis parfois par des ONG des droits de l'homme, tantôt par les experts de l'ONU ou la MONUSCO elle-même. 15 ans, hélas, tous ces rapports qui identifient des auteurs de ces crimes macabres ou pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, ces dénonciations malheureusement ne sont pas suivies de sanctions, alors que l'ONU en a tous les moyens. Ce n'était qu'en introduction. Maintenant, je vais vous parler d'aperçu historique. Nous sommes partis de 1994. Ce qu'il faut qu'on comprenne très bien, le Congo, les Zaïre à l'époque vivaient en paix. Un État voisin, un État frère, le Rwanda a connu le génocide, que nous avons tous condamné. Le Congo, Zaïre de l'époque, au nom du droit humanitaire, a accueilli sur son territoire plus de 2 millions de réfugiés rwandais Hutus, malheureusement, parmi lesquels les ex-FAR Interahamwe. Alors qu'à ce moment-là, il y avait des missions des Nations Unies au Rwanda, pour ne pas les citer toutes, il y avait la turquoise qui avait ouvert les couloirs. La question qu'on doit se poser est celle de savoir pourquoi on n'avait pas séparé les hommes en armes, les ex-FAR et la milice Interahamwe, des civils innocents qui fouillaient la guerre. Ça, c'est une erreur qui explique tout le reste de la tragédie congolaise. Nous allons faire la tripartite entre les Nations Unies, HCR,
les Zaïre à l'époque, avec le premier ministre Kengo Adondo, le Rwanda à travers son ministre des Affaires étrangères, et des résolutions intéressantes ont été prises, puisque tout le monde avait évalué la menace correctement pour dire, si ces gens restent là avec les armes, ça constitue un danger, puisqu'ils sont à un jet de pierre de leur pays d'origine, le Rwanda. Que faire? En conformité avec le droit international, il faut les éloigner à au moins 150 km de leurs frontières. Les Zaïre, pour ceux qui ne savent pas l'appellation ancienne de notre pays, la République démocratique du Congo, avait fait sa part. On a indiqué des sites au-delà même de 150 km. Les réfugiés étaient prêts à y aller. Mais c'est encore une fois le système des Nations Unies qui s'est démontré déficient. Parce qu'au moment d'appliquer cette résolution, on a dit que c'était coûteux, tout en sachant très bien que l'armée de Mobutu, à l'époque, les phases, étaient dans leur phase de déliquescence très avancée, où les généraux et la troupe étaient en rupture totale. Et on demande à une armée comme ça de veiller sur la sécurité de 2 millions de réfugiés, parmi lesquels les militaires. On va assister à un véritable commerce d'armes, de butins de guerre. Et on a appelé ça, pour ceux qui se souviennent encore, turquoise. Il y a des véhicules qui avaient à Kinshasa qu'on appelait turquoise. Tout ça sont des causes de nos malheurs actuels. Et finalement, le Rwanda, après avoir tiré la sonnette d'alarme, a compris, bon, je dois aller faire la paix moi-même, chez moi, mais dans un pays tiers, puisque la menace se trouve là-bas. La communauté internationale, certainement avec la conscience chargée de n'avoir pas empêché le génocide au Rwanda, a donné une sorte de licence de faire. Et on va dénicher Laurent Désiré Kabila, on va créer l'AFDEL, et ils vont marcher pendant quelques mois, les voilà à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, nous disons, résolvez maintenant le problème des ex-FAR interarmes, puisque cette fois-là, on ne peut pas être mieux servi que par soi-même. C'est James Kabarebe qui est désigné chef d'état-major de notre armée. Aujourd'hui, il est ministre de la Défense au Rwanda. Une année après, le bilan ne nous a pas été donné. Des ex-FAR interarmes exterminés ou éradiqués, ou renvoyés au Rwanda, ou arrêtés. Excédé, le peuple congolais va demander à M. Laurent Désiré Kabila de faire un choix. Ou vous continuez l'alliance avec le Rwanda et l'Ouganda, avec tout ce que nous vivons ici comme violation des droits de l'homme, ou vous rompez et nous continuons à bâtir notre pays. Mais quand on est dirigeant, avant de prendre la décision, on doit mesurer les rapports de force et prendre des précautions nécessaires. Quand M. Laurent Désiré Kabila a pris cette décision le 27 juillet 1998, tout le monde avait applaudi. Décision patriotique. Très bien. Mais on n'avait pas pris la précaution sur le plan militaire de sécuriser nos frontières à l'Est. On avait oublié que c'était une guerre où il y avait une entente. On vous a aidé à venir de faire Mobutu. Vous avez donné des garanties que vous allez aussi les aider à éradiquer les FDLR. Est-ce que la mission a été accomplie? Non. Qui a raison, qui a tort? Ils ont tous tort. Parce que je ne pensais pas personnellement qu'on pouvait exterminer les FDLR de cette façon-là. Le 2 août, comme il fallait s'y attendre, la guerre va commencer. La guerre, le ministre de l'Information de l'époque est dans cette salle, M. Didier Moumengi, se souvient très bien de la rhétorique de part et d'autre, que ce soit du côté du Rwanda, que ce soit du côté de Kinshasa ou des Nations Unies. Pendant que nous disons que c'est une guerre d'agression avérée, au Rwanda on dit que c'est un conflit interne entre Congolais. Nous avons eu la réunion de Victoria Falls le 8 août 1998, où finalement la SADC a établi qu'il s'agit de l'agression et a pris 2 décisions. La première, c'est de dire, conformément à la charte de la SADC, tout État membre qui est prêt à aider un État membre agressé puisse amener ses troupes sur le territoire congolais. C'est ce qui explique
où expliqua la présence de la Namibie, Zimbabwe et l'Angola sur le territoire congolais, et je tiens à les remercier. Deuxième décision, on avait demandé au président Chiluba de l'époque de faire en sorte qu'il puisse obtenir un accord de cessez-le-feu entre les différents protagonistes. Mais là commence toute la question. Madame Madi Kalala me regarde et elle sourit, puisqu'elle se souvient très bien que pour identifier les belligérants, c'était tout un problème. Qui sont les belligérants? Puisque entre-temps, il y a une naissance du RCD, de mon ami Nyarugabou, il est dans la salle, que je salue en passant. Il y a une naissance du MLC, je ne vois pas Thomas Louaka, mais certainement il est parmi nous en esprit. Et on va dire non, faites seulement des discussions et signez l'accord entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le RCD et le MLC de Jean-Pierre Bemba. M. Laurent Désiré Kabila a dit non. Il est établi clairement que derrière le RCD, il y a le Rwanda. Derrière le MLC, il y a l'Ouganda. C'est l'histoire. Hein? Si la MONUC me demande de ne pas rappeler l'histoire, je vais sauter l'histoire. Hein? C'est l'histoire. Nous sommes devenus des amis, je pense. Hein? Alors, nous allons dire comment nous allons mettre fin à une guerre entre nous alors qu'il y a des forces des pays étrangers sur le territoire congolais. Nous allons tourner en rond. Nous sommes allés à Addis Abeba le 23 octobre 1998 avec les chefs d'état-major des différentes armées. Et pour les cas du Congo, c'est le général Joseph Kabila qui était parti. Pour le Rwanda, c'était James Kabarebe. Pour l'Ouganda, c'était James Kazini. Et ils sont venus, et nous étions des experts, évidemment, puisqu'il y avait des aspects politiques. Nous sommes venus avec un draft de l'accord de cessez-le-feu de Lusaka. Et quand on devait se réunir, le Rwanda dit que je ne suis pas agresseur et je n'ai pas de troupes en République démocratique du Congo. Il s'agit bel et bien d'une rébellion interne. Réglez vos problèmes chez vous, je règle les miens chez moi. Quand on se retourne du côté de l'Ouganda, l'Ouganda dit la même chose. Mais après quelques jours, je dois reconnaître, le président Museveni, dans l'humour qui lui est vraiment, dont il est lui-même avoir le secret, il dit, moi je suis un petit belligérant parce que je suis seulement à quelques mètres au-delà de la frontière pour sécuriser ma frontière, parce qu'il y a des gens qui viennent de Rwenzori pour venir me déstabiliser. En novembre, début décembre, à la fin d'une audience que lui accorda le président Nelson Mandela, le vice-président Paul Kagame sort de l'audience et il reconnaît. Il dit les troupes sont sur le territoire congolais, mais c'est pour éviter une autre tragédie à mon peuple, parce que vous, les Nations Unies et le Congo, vous n'avez rien fait pour empêcher les Interamoués à continuer à s'entraîner et à exister sur le territoire congolais. Tant qu'ils seront là, c'est une menace pour mon pays. Donc en janvier, nous pouvons discuter. Nous nous retrouvons autour de la table, non. Il faut que le RCD soit là et le MLC. Et on va instituer un mécanisme de proximité. Wamba Diawamba, qui était le patron du RCD de l'époque, on va aller les rencontrer avec les 1000 Ilunga au niveau de Gaborone pour qu'ils donnent leurs amendements sur l'accord de cessez-le-feu. Mais finalement, au mois de mai, puisque les Congolais, ils ont une particularité. Ils peuvent se battre, ils peuvent vous donner l'impression qu'ils vont se tuer, mais après 2 minutes, vous les voyez en train de s'embrasser. Et donc, nous allons nous retrouver avec nos amis du RCD et du MLC, et nous allons très vite discuter et on va signer l'accord de cessez-le-feu de Lusaka entre États le 10 juillet 1999. Le MLC va le signer le 30 juillet 1999 et le RCD le 31 juillet 1999. Mais le dur est à venir. Et comme vous le verrez à l'issue de mon exposé, les Nations Unies sont passées pour
j'allais dire maître ou maîtresse, la langue française est trop compliquée, dans l'art de ne pas faire appliquer ses propres résolutions ou les accords qu'elles ont parrainés, l'application. C'est à ce moment-là qu'on va penser à la création de la mission des Nations Unies. C'est le 30 novembre 1999, avec comme seul objectif l'observation, aider les belligérants à appliquer leurs propres accords de cessez-le-feu, recueillir les informations pour donner aux partis, accompagner la commission militaire mixte, les comités politiques. Mais vous comprenez, mesdames et messieurs, que si vous attendez la bonne foi des gens qui se faisaient la guerre, il n'y aura point d'application. Nous avons tourné en rond et finalement tout le monde s'est dit, est-ce qu'il y a un problème sur le terrain? Il faut élaborer donc un plan de désengagement des troupes sur le terrain. C'est comme ça que le 8 avril 2000, à Kampala, nous allons adopter le plan de désengagement des troupes sur le terrain. Et c'est la ligne de front, c'est-à-dire Lissala Boende, Kabinda Kabalo. Et qu'est-ce qu'on nous demande? Chaque force doit se redéployer en arrière sur 15 km pour créer un couloir de 30 km, de telle sorte que les observateurs des Nations Unies se déploient à ces endroits-là pour rendre la reprise de la guerre impossible. Il y a eu d'abord la résistance du côté du Congo, puisque M. Laurent Désiré Kabila, quand nous sommes rentrés lui faire rapport, il a dit qu'il ne peut pas comprendre, il est dans son pays et on lui demande de reculer. Ça veut dire quoi? Mais je crois quand même que tout esprit avisé peut comprendre. À partir du moment où Mzé et nous tous nous pensons qu'il s'agit de l'agression, quand on vient mettre la ligne de démarcation à l'intérieur du pays, ça prédestine le plan de balkanisation et ça fait peur. Mais finalement, avec les pressions habituelles des grandes puissances, nous allons obtempérer. Et malheureusement, cela n'a pas amené la calmie, puisque un mois après, les armées du Rwanda et de l'Ouganda vont se battre dans la ville de Kisangani, causant des dégâts humains et humanitaires incommensables. C'est à ce moment-là, mesdames et messieurs, puisque jusque-là, nous n'avions qu'une seule résolution qui parlait de la guerre, c'est la résolution 1, 2, 3, 4. Au lieu de parler de forces d'agression, les nommer, on a parlé de forces non invitées et de forces invitées. Par là, on fait allusion à quoi? Les forces non invitées, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Les forces non invitées, c'est l'Angola, la Namibie et le Zimbabwe. Quelle nouvelle terminologie! Parce que le Conseil de sécurité n'a jamais changé. Vous n'avez qu'à voir s'il faut prendre une résolution sur Israël ou sur tel autre pays. Il y a un permanent, ou c'est Moscou, ou c'est la Chine, ou c'est les États-Unis. Ça a toujours fonctionné comme ça. Et finalement, on trouve les équilibres nécessaires pour faire donner raison à tout le monde. Malheureusement, ça entame l'efficacité de la résolution. Comme les choses étaient claires, que cette fois-là, James Kazini en personne à Kisangani avec l'armée ougandaise, James Kabarebe avec l'armée rwandaise. La question est de savoir, vous vous battez sur le territoire congolais, pourquoi? Et là, les Nations Unies ne pouvaient plus se cacher. Le Conseil de sécurité va adopter la résolution 1304 et c'est pour la première fois en 2016 mai exactement qu'on va citer le Rwanda et l'Ouganda comme pays agresseurs. Le peuple congolais, et vous le verrez que notre processus évolue toujours en dents de scie, comme l'intervention de la MONUC devenue MONUSCO dans notre pays. Le peuple congolais applaudit, c'est la démilitarisation de Kisangani, mais rien n'est venu. Au contraire, la guerre va continuer de plus belle et les villes vont tomber, les hommes vont tomber. Et le président Mbeki va se lever, il va initier le processus de Maputo. Et là, nous sommes, messieurs, avec le représentant spécial Kamel Morjane, le tout premier représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Cette réunion qui avait été bien préparée le 14 octobre 2000
par les différents chefs d'état-major généraux et les experts que nous fûmes, cette réunion a connu un clash parce que le 27 novembre, date d'anniversaire de Mzee, 2000, Mzee n'a pas supporté la présence du président du Rwanda et du président de l'Ouganda. Et nous allons avoir un incident diplomatique grave puisqu'il va les qualifier de chefs des Interamwe. Naturellement, vous comprenez, le président Kagame et Museveni vont s'élever, ils vont sortir, on va faire de la reculade. Et le 3 décembre, grâce aux efforts de Mbeki et de Mugabe, il faut les citer, nous allons signer le sous-plan des engagements de Harare. Et je dois vous dire, mesdames et messieurs, c'était déjà les prémices de la calmie sur le terrain. Parce que le 14 décembre, quand nous allons rencontrer au Conseil de sécurité, nous allons adopter la résolution 1321 qui sera finalement rendue publique seulement le 22 février 2001. Mais c'est cette résolution qui a permis finalement le déploiement effectif des éléments de casque bleu sur le terrain. Maintenant, les Congolais devaient parler entre eux, le dialogue intercongolais. Massire était réputé personne non grata en République démocratique du Congo. Joseph Kabila arrive, il réhabilite Massire. Nous commençons le dialogue. Je vais épargner toutes les étapes de l'accord que nos amis avaient qualifié de cascade. Bon, acceptons, c'était un accord partiel et le terme vient de mon ami. Je ne le regarde pas, mais il a compris. Et finalement, l'IDPS va rejoindre les RCD, ils vont créer l'Alliance pour la défense du dialogue, ASD, voilà. Nous allons partir avec Jean-Pierre Bemba à Matadi, mais comme les Congolais se sont entendus pour ne jamais s'entendre comme des petits-enfants, les RCD nous avaient maudit en disant « partez, mais vous n'allez pas vous entendre ». Et moi, j'ai dit à Nyarugabo, nous allons nous entendre, vous allez voir, et vous viendrez après. Malheureusement, il a eu raison. Nous avons conclu, au moment où on était en train de sabler du champagne dans la chambre d'Olivier Kamitatou, on va nous surprendre par un coup de fil, il dit, bon, le chairman a tout remis en cause. Le chairman, c'est Jean-Pierre Bemba. Parce qu'il exige non seulement d'être Premier ministre, et nous avions accepté, mais il faut aussi qu'il soit lui aussi commandant suprême de l'armée de façon rotative. Kabila, 2 ans et demi, lui aussi, 2 ans et demi. Ça y est. Les Congolais ont commencé leur cirque habituel. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est pourquoi à la fin, je vais lancer un appel à nous tous. Pour que... C'est nous qui devons changer, je pense. Et on va nous rattraper par une résolution du Conseil de sécurité, je crois que c'est la résolution 1448, qui avait nommé M. Moustapha Niasse comme envoyé spécial du secrétaire des Nations Unies, avec comme mission d'aller aider les Congolais à s'entendre. Et au bout de 48 heures, nous avons signé l'accord global et inclusif, le 17 décembre 2002 à Pretoria. Et les Moïse Nyarugabo, et les Rouberois, et les Caméré, et tout le monde, et l'IDPS, nous avons dansé au rythme de Werason. Pour nous, c'était la réconciliation. Que vous bougiez, que vous ne bougiez pas à partir du moment où la musique atteint vos oreilles, donc vous avez dansé en esprit. Donc, nous avons signé cet accord. Et cet accord devait être appliqué parce qu'en même temps, nous avions adopté un projet de constitution de la transition et nous avions convenu que le 30 juin 2003, nous soyons tous à Kinshasa pour commencer par le gouvernement, le Parlement et mettre les institutions 1+4 en place. Mais il va se poser un problème. Nos amis vont demander une sécurisation. Nous avons accepté et nous avions prédit, ils demandent les casques bleus, mais ils ne seront pas allés se promener à Matongé avec les casques bleus. À un moment donné, ils vont se lasser et on va retrouver la vie normale. Et c'est ce qui est arrivé. Nous sommes dans le même gouvernement avec les gens qui prenaient les armes contre nous et nous contre eux. Ça, il n'y a pas meilleure réconciliation que ça. C'est un bond en avant. Et je peux vous informer que le Congo, sur le plan des finances publiques, n'a jamais été aussi mieux géré que cette période-là. Pourquoi? Parce que Montesquieu était appliqué. Kabila avait peur de Rouberois, Rouberois peur de Bemba, Bemba peur de Kabila. Le pouvoir arrêtait le pouvoir. Ce n'était pas un pouvoir d'un seul homme, c'était une équipe
de 1 plus 4, en réalité une équipe de 5 personnes qui avaient un espace où ils discutaient des décisions et des mesures à prendre. Les gens ont beau critiquer, mais nous discutions et c'était une ambiance bon enfant. Ce n'est pas madame la ministre des Droits humains de l'époque qui va me contredire. Donc je crois que l'ambiance, ce n'était pas une ambiance de guerre quand nous prenions des décisions et quand nous discutions. Tous ceux qui avaient de la méfiance vis-à-vis de Kabila, et du côté de Kabila, ceux qui avaient de la méfiance vis-à-vis de Roubaix-Roy et de Jean-Pierre Bemba, ont déchanté. Ils se sont rendus compte que ce sont des gens qui aiment tous le Congo et qui veulent travailler pour le Congo. Mais qu'est-ce qui fait que le Congo n'avance pas? On va organiser les élections. Ces élections, il ne faut pas oublier qu'il y avait le CIAT, le Comité international d'accompagnement de la transition, présidé par William Swing, le représentant spécial secrétaire général des Nations Unies. Avec son caractère, il ne pouvait pas rigoler. Il riait, mais il ne rigolait pas. Il était gentil avec le RCD, avec le PPRD, avec le MLC, avec tout le monde. Mais quand il s'agissait de faire appliquer ce que nous-mêmes, nous avons convenu, il était dur et on arrivait toujours à le faire. Malou Malou, nous devons voir ce que vous faites. La MONUC doit mettre sa cellule électorale dans la CI de l'époque. Donc il n'y avait personne qui pouvait avoir la capacité de 100% de manipuler Malou Malou parce que la MONUC était là, l'Union européenne était là. Puisque les SIAT, c'était les 5 permanents plus la Belgique, l'Angola et l'Afrique du Sud. On a eu les résultats des élections. Jean-Pierre Bemba, en démocrate, après quelques tergiversations, a reconnu. Mais malheureusement, nous avons connu des drames parce qu'un pas en avant toujours, 2 pas en arrière. En confrontation des troupes de Jean-Pierre Bemba et de Joseph Kabila, la garde républicaine, dans la ville de Kinshasa. C'est au niveau de l'Assemblée nationale que nous avons sauvé la démocratie, parce que nous sommes mis tous d'accord, RCD, MLC, PPRD et consorts, autour du président de l'Assemblée nationale, que j'ai fui, pour dire nous devons sauver la démocratie dans notre pays. Si nous cédons à la colère, c'est fini, on va détruire tout ce qu'on a construit. Et on va faire un communiqué objectif pour condamner ce qui s'est passé. Et après, nous allons connaître la révision constitutionnelle de janvier 2011 parce que nous sommes à une autre échéance électorale. Donc encore un bond en arrière. Et c'est là que nous avons connu le représentant spécial du secrétaire des Nations Unies, Miss, pour dire, à l'absence du comité international d'accompagnement de la transition, nous allons vivre la catastrophe électorale. Il dit non, tout va bien se passer. Et le 28 novembre 2011, les résultats ne nous ont pas démenti. Et vint M. Martin Kobler, mais dans une ambiance où le M23 a déjà vu le jour. Chaque fois, on organise des élections et après, il y a toujours un mouvement qui vient, insurrectionnel. Parce qu'après 2006, il faut soulever la présence du CNDP. Maintenant, il fallait changer la MONUC en MONUSCO. Et c'est la résolution du 28 mai 2010, exactement à la 1925, qui donne finalement à la MONUSCO le rôle de la stabilisation, de la consolidation de la paix. Qu'est-ce que nous pouvons dire sur les faiblesses de la MONUSCO? On me dit qu'il me reste 10 minutes, et donc je vais vous lire ce que j'ai écrit comme faiblesse et comme contribution. Les faiblesses de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. La résolution 1279 ayant confié à la MONUC la mission de faire observer la paix entre les belligérants n'a pas atteint son objectif, car la MONUC s'était révélée finalement comme spectatrice de la paix et n'a pas procuré la paix aux Congolais. Elle était en cela limitée par son mandat qui ne cadrait pas avec les défis à relever. Le peuple ne pouvait pas comprendre et le gouvernement non plus. De même, la résolution 1304 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui demanda le retrait des troupes rwandaises et ougandaises, la démilitarisation de Kisangani ne fut pas appliquée. Le peuple et la population de Kisangani ne pouvaient pas le comprendre non plus.
En ce qui concerne la résolution 2098 et l'accord cadre d'Addis Abeba, cette résolution qui parle de la présence de la brigade d'intervention au sein de la MONUSCO n'a pas permis de juguler totalement l'insécurité à l'est du Congo. Nous devons cependant saluer la victoire sur le M23 avec la contribution très notable des FARDC. De même, la MONUSCO ne doit pas se taire. Ici, nous sommes dans le domaine de la justice et des droits de l'homme, devant la remise en cause par les pouvoirs en place de l'indépendance de la justice, en sanctionnant injustement les magistrats qui ont dans leur mission de dire le droit et de respecter la loi. Et ne doit pas non plus se taire quand la liberté d'expression est entravée par des fermetures intempestives et illégales des médias tels que le canal Fiti Télévision depuis le 28 novembre 2011 et tout récemment de la télévision Wantashi à Lubumbashi et 5 médias à Beni. En résumé, on peut dire que les faiblesses de la MONUC devenue MONUSCO étaient déjà dans la nature même du mandat de départ. On veut mettre fin à l'agression par une simple observation et protection des civils, là où l'on devait faire usage de la force conformément au chapitre 5 de la Charte des Nations Unies. On déploie les observateurs le long de la ligne de front à l'intérieur de la République démocratique du Congo, alors qu'il fallait placer un rideau sécuritaire le long des frontières communes des pays en conflit. On se contente de faire des rapports d'observation là où la population est massacrée, forcée au déplacement, violée impunément alors qu'il fallait traquer les groupes armés et les forces négatives. On se contente d'obtenir une multitude d'accords et résolutions sans se donner les moyens de les appliquer. On se focalise sur les élections, reléguant au second plan les autres résolutions importantes, notamment la construction de l'armée, la réforme de la justice, les missions confiées à la commission Vérité et Réconciliation. Dans sa configuration actuelle, la MONUSCO est chargée de la stabilisation et de la consolidation de la paix. Mais on ne voit pas de grands projets de développement à l'Est, tout comme on ne voit pas, après l'échec de Umo Diawetu, Kimia 1, Kimia 2 et Sokola, un plan réaliste et volontariste concocté avec les FARDC et l'implication de tous les autres acteurs nationaux concernés pour mettre fin au phénomène FDLR, ADF Nalou, LRA, FNL et autres groupes armés nationaux. Sur le plan des droits de l'homme, on peut ajouter, on s'étonne qu'après un bilan macabre de plus de 7 millions de morts et de viols massifs, il n'y ait pas de mandat lancé contre des auteurs identifiés dans les différents rapports des experts, aussi bien au Congo, au Rwanda et en Ouganda. Complaisance, oubli, distraction, nous nous les demandons. On ne voit pas le soutien de la MONUSCO à l'instauration de cours spéciales de justice à l'Est en attendant la finalisation de la réforme de la justice. Perspective d'avenir. Néanmoins, le peuple congolais reconnaît que sans la présence de la MONUSCO, la RDC aurait sans doute disparu en tant que nation. Elle aurait été déjà balkanisée. D'où la nécessité de redéfinir et de renforcer le mandat de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo par une nouvelle résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies pour confier à la MONUSCO la mission d'imposition de la paix et de la vraie stabilisation. Pour terminer, nous recommandons ce qui suit. L'adoption d'une résolution qui devra charger la MONUSCO de s'impliquer en amont et en aval dans les processus électoraux en cours pour éviter la répétition de l'histoire après 2016, puisqu'aujourd'hui, comme en 2006, comme en 2011, nous sommes à la croisée des chemins. Cette résolution devra autoriser la MONUSCO d'assister le gouvernement congolais, notamment dans la réforme de l'armée, de la justice et de l'implantation des grands projets. Renforcer son mandat offensif au-delà d'une simple brigade pour faire face au FDLR et autres groupes armés suivant des plans opérationnels convenus avec les FARDC. Renforcer les mandats pour enrayer les tueries à Beni. On doit stopper les tueries à Beni. Dans le Sud Kivu,
dans l'Ituri et dans le Nord Katanga. Un déploiement conséquent des casques bleus en nombre dans le Nord Katanga qui est considéré aujourd'hui comme abandonné à son triste sort. Que soit aussi créé un organe de liaison entre la MONUSCO et le gouvernement congolais pour une meilleure collaboration et enrayer ainsi la méfiance qui existe entre le gouvernement d'une part et la MONUSCO de l'autre. Il y a des leçons à tirer. Comment expliquer que durant 15 ans, une force impressionnante, MONUSCO, dotée de plus de 18 000 hommes, du matériel sophistiqué, de la logistique, du savoir-faire, dans les domaines variés, n'ait pas été en mesure d'enrayer définitivement l'insécurité? Il y a eu une mauvaise appréciation de la situation, de la menace. Il y a eu certainement complaisance vis-à-vis des gouvernements, au pluriel, de Kinshasa, de Kigali et de l'Ouganda. On ne peut pas comprendre que ces différents gouvernements signent librement des accords qu'ils refusent d'appliquer. Et en cas d'échec, c'est la MONUSCO qui est vite désignée comme bouc émissaire. Que cachent les demandes incessantes de ces gouvernements de demander le départ de la MONUSCO alors qu'ils savent très bien que cela va entraîner la somalisation de l'Est de la RDC, comme c'est le cas aujourd'hui au nord du Nigeria avec le phénomène Boko Haram. À mon humble avis, la MONUSCO devrait rester et son départ devrait se faire parallèlement à la formation de l'armée qui devra réellement occuper les zones libérées et de l'autorité de l'État à instaurer partout. En ce qui concerne les FDLR et les ADF Nalou, il faut une réelle volonté de part et d'autre pour mettre fin à cette menace contre tout le monde. Pour conclure, comme je l'ai démontré si haut, le processus de paix en République démocratique du Congo évolue en dents de scie. Quand on fait un bond en avant qui suscite des espoirs, très vite, le peuple déchante avec la naissance de nouvelles rébellions ressemblant à une véritable génération spontanée. Aujourd'hui, encore une fois, nous sommes à la croisée des chemins, c'est-à-dire à la veille des échéances électorales importantes qui devront conduire à l'alternance pacifique du pouvoir. Nous devons tirer les leçons des erreurs du passé et de demander au Conseil de sécurité de prendre toutes les mesures avec le gouvernement congolais pour éviter qu'après ces élections, il y ait naissance d'une nouvelle rébellion et d'une crise de légitimité. Gouverner, c'est prévoir. Je vous remercie. Nous remercions M. Vital. C'est l'insuffisance des mandats qui constitue la plus grande faiblesse, mais aussi l'absence de collaboration que la MONUSCO était censée avoir du côté du gouvernement. Parce qu'il faut noter, il ne faut pas que notre peuple se trompe, la MONUSCO est venue chez nous en appui aux Congolais. La République démocratique du Congo appartient avant tout aux Congolais et nos problèmes, nous sommes censés les résoudre avant tout nous-mêmes. Et il ne faut pas que quand ça ne va pas, nous commencions à désigner la MONUSCO comme bouc émissaire. Ceci dit, nous demandons au Conseil de sécurité que l'évaluation de la menace soit clairement faite. Qu'est-ce qui se passait à Béni où on tue chaque jour? Aujourd'hui, nous sommes au-delà d'une comptabilité macabre de 250 personnes. On a tué à Moutaroulé, on continue à tuer dans les triangles de la mort dans le Nord Katanga. Est-ce qu'on ne voit pas que le mandat tel qu'il est fait, avec une brigade incorporée au sein de la MONUSCO, n'est plus adaptable aux défis du terrain? C'est pourquoi nous plaidons pour que les mandats soient élargis et que la MONUSCO puisse s'attaquer au FDLR, aux ARF Nalou, à la NRA, au FNL, et que le gouvernement congolais, qui avait créé le phénomène Maï-Maï, ces patriotes qui défendaient autrefois la République, abandonnés aujourd'hui, constituent un danger. Que le gouvernement, avec tous les leaders locaux et au niveau national,
nous puissions lancer un appel à nos enfants qui déposent des armes et que nous créions des centres d'accueil, des centres de formation professionnelle pour qu'à terme, on puisse enlever des mains de ces enfants la Kalachnikov et qu'on y place un outil de production payé à un maïmaï qui travaillerait dans une brigade de reconstruction ou agricole ou développement du pays, $100 par mois. Je crois que les groupes armés n'auraient plus des clients pour faire du mal. Nous ne pouvons pas non plus accepter avec un mandat qui ne permette pas à la MONUSCO d'arrêter de juger les responsables de viols faits à la femme et violences à l'est de la République. On continue à regarder. C'est pourquoi il faut instaurer très rapidement les cours spéciales à l'est de la République. Nous demandons, faute de pouvoir l'obtenir par notre propre Assemblée nationale, que cela ressorte d'une résolution du Conseil de sécurité. Ndio tunasema kwanja ifo kutisha raia kama Kongo ni yetu na sisi ndio tunapaswa pigania. Wandugu wa Nations Unies wa MONUSCO wanakuja ni kutusaidia. Kama biendeke banasema ni MONUSCO ndio kufanya kazi. Mimi mwenyewe nilifanya kazi si ni bazazi nyumba ya watoto. Hapa bazazi nyumba ya watoto ni nani? Si ni gouvernement yetu. Hatuwezi kuitika kama tunamaliza vita na M23 tuone njoo M. Martin Kobler ndio anafika mbele. Bakubwa inchi banaika. Kama fujo natoka Beni, opposition natafuta kwenda banakatala, ni Martin Kobler anaenda mbele, kisha wengine wanaenda nyuma, atuitike. Watu wanakufa Mutarule, hakuna hata kusema ku television na kusema tunafanya kilio juu ya watu walikufa. Inaleta shida. Tunaambia MONUSCO, tunasema Conseil de sécurité. Na nyinyi mfanye manda ya kupatia MONUSCO uwezo wa kumaliza hii shida iko Beni, hii shida iko Nord Katanga, hii shida iko Sud Kivu na hii shida iko Ituri. Kongo inapenda sasa tuende mkinya na MONUSCO waipatie wakati kumaliza kazi, tujenge jeshi, tujenge leta na sisi wenyewe wakongomani tuongoze nchi yetu kama wengine wanaongoza nchi. Wa FDLR hawapashi kuwakamata kuwaambia babakie Mkongo alors que Rwanda ilisinyaga accord ya kuitika kama wenyewe kufanya genocide wanapaswa kurudi Rwanda. Sasa ile ni faiblesse ya gouvernement yetu. Iko inanishangaza sana kabisa. Sasa matona botondo la baninga na bakonzi ya MONUSCO bapesi biso lelo nzela ya kolobela bakaba MONUSCO pe basenga kibiso boyokela biso mawate bolo banyonso ya mabebo monito salite. Yango tolobi na bango ya liboso ezali manda oyo Conseil de sécurité za kopesa bino ezali manda oyo ekokani na makambo yo peuple aza komona na terrain te puisque peuple akondima te amona MONUSCO osimbi mandoki bato baza kokufa mais si manango baloba na yo po manda ezali te moyen bakaske bleu ba intervenir te bapesa manda oyo ya brigade spéciale tondimi le brigade spéciale ekokende bapesa manda wana na MONUSCO chapitre 7 babanda kobeta bato nyonso oyo batomoki makambo eza na Beni esila oyo ezali na Ituri esila oyo ezali na Sud Kivu esila mpe Nord Katanga esila po esalema malamu tokosenga mpe boyokani kati ya MONUSCO na gouvernement baluka ndenge nini ya kozongisa esika kani gouvernement akobanda kosolola na MONUSCO po ezala te nde tokomi on dirait na bakonzi mibale ya mboka tokomi na eta mibale mpe tozomona ke MONUSCO aza mbango koleka mpe gouvernement soki makambo eza na terrain okomona MONUSCO akomi liboso ya gouvernement na biso okomona M. Martin Kobler akomi liboso ya président Kabila premier ministre ko toloba te yake na kutu te ba ministre tomonaka bango te tolobi oyo yango tolobi lelo ya mibale tozobakisa ba FDLR ba DEFNAL ba FNL bauti na Burundi ba FNL ba FDLR bauti na Rwanda ba DEF na ba ilera bauti na Burundi na Uganda tosalaki na bango ba accord que biso gouvernement congolais na FARDC tosimbali maboko na MONUSCO tokobeta ba FDLR ba DEFNAL na ba misusu mais ba oyo balingi kokende avant le 2 janvier bakamata nzela ya kokende kisangani te bazwa bango bazonga epana bango basala génocide te o basala génocide batia bango na tribunal international pena pour le Rwanda bien place biso basambisa bango mais bakomisa Congo te neti mboka dépotoir
bato baboyi esika mosusu il faut bavanda nde na Congo po etika la prétexte ya libela mpo na instabilité ya mboka na biso yango tolobi